bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi 9 février, les images impressionnantes des intempéries au Tuamotu. Après les îles du Vent, la dépression Nat a poursuivi sa trajectoire vers l'est, provoquant de belles frayeurs et des dégâts matériels dans plusieurs atolls. Nat sera bientôt qu'un mauvais souvenir, mais des perturbations sont attendues ce week-end dans les îles de la Société. À Toarotu, la commune préfère maintenir son plan communal de sauvegarde. Encore quelques jours de patience pour retrouver une bonne connexion Internet. Si tout va bien lundi soir, les techniciens Donati auront terminé de réparer la panne du câble Honotua. Le dysfonctionnement a été identifié à Hawaï. Le Festival international du film documentaire océanien a retrouvé son public ce matin. Le FIFO a été fortement perturbé par le mauvais temps, mais la soirée des lauréats aura bien lieu. Elle devrait débuter dans une demi-heure. Dans son journal du FIFO, Suliane Favenec nous parlera des films présents, mais aussi des assises de l'audiovisuel ou encore de l'intelligence artificielle qui s'invitent dans les ateliers du festival. Des creux de 5 mètres et des rafales pouvant atteindre 140 km/h. La dépression Nat s'est accélérée comme prévu la nuit dernière en longeant les Tuamotu. La forte houle a provoqué des dégâts matériels, notamment à Arutua, Fakarava, Makemo et Fakahina. Les habitants ont pu se mettre à l'abri. Le point avec James O et Heyari Prunier. Oh là là, dis-le, les gars! Voici l'état du lagon sur une bonne partie des Tuamotu hier. À Arutua, deuxième producteur de perles après Rikitea, Ponton et Parc à Poissons n'ont pas résisté à la houle. C'était un désastre, hein. Ça a frappé de partout. Des vagues de 2 mètres à 3 mètres. Hein. Et nous, on a essayé de protéger nos enfants, de bien barricader les affaires. Ça a été un peu difficile parce qu'avec le vent d'ouest qui était assez fort, donc on n'a pas pu travailler sur l'eau pour la pelliculture. On a été fermés. Mais pour l'élevage de poules et la vanille, il n'y a pas de souci. Comme c'était sur terre, hein, c'était à l'abri. Sur l'atoll voisin de Fakarava, 3 personnes ont dû être évacuées. Elles ont passé la nuit dans un hébergement d'urgence mis en place par la commune. Ça a quand même soufflé vers la direction du nord, mais ça n'a pas aussi vraiment frappé notre atoll. Et là, ce matin, j'ai vu ces petits dégâts sur la route, des branches et tout ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème sur Fakarava. 400 km plus au sud, la dépression tropicale Nat n'est passée qu'à 10 km de Herheretwe. La cinquantaine d'habitants a été mise en sécurité dans l'abri de survie, opérationnel depuis 2011. Ah, le vent, il a soufflé le vent vers 11h, 10h, 11h, il a vraiment soufflé. Il est parti au côté du sud-est. Hein. Il a soufflé dans les 110 à 130 km/h. Ce matin, le calme est revenu dans l'archipel des Tuamotu, mais la saison cyclonique est loin d'être terminée. Les systèmes Nat et Osai ne présentent plus de menaces sur la Polynésie française. Mais attention, une nouvelle zone perturbée sera à l'origine d'un temps fortement dégradé sur la Société ce week-end, puis probablement sur les Australes la semaine prochaine. Les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour fortes pluies. Les précipitations devraient s'intensifier demain au cours de la matinée, plus particulièrement de Paea à Faa'a, Papeete et Papen'o, ainsi que sur Moorea. Le vent et la houle devraient aussi se renforcer. À la presqu'île à Toahutu, le plan de sauvegarde est toujours activé. La cellule de crise guette les rivières et prépare les matelas au cas où. 15 personnes avaient trouvé refuge dans une paroisse au plus fort des intempéries mercredi. Un bon exercice pour la cellule de crise. On voit cela avec Mérénie Gamblin, Patrick Tinsing et Tourouru Guérard. Ces matelas sont désinfectés puis séchés après utilisation. Ils ont servi mercredi soir à héberger une famille de 15 personnes à la paroisse Fiti'a. Lorsque le plan communal de sauvegarde est activé, les églises peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes par salle, plus 20 malades. Chez les protestants, nous avons 3 paroisses, 3 Amuira qui sont ouverts, qui est Fiti'a, là où on est actuellement, Taridea qui est juste à ma droite, et Oriveta qui est à gauche. Et nous avons aussi un autre lieu qu'on a retenu, mais ça c'est seulement pour les malades qui sont sous oxygène. Aujourd'hui, petit inventaire du stock de nourriture.
À savoir que Toahutu compte près de 4000 administrés, soit la moitié de la population totale de Taiarapu Ouest, qui comprend aussi Veirao et Teahupo. Heureusement, la cellule de crise a été renforcée depuis les intempéries de décembre dernier. Une quinzaine d'agents rien que pour Toahutu, mais quelques faiblesses subsistent. Premier point pour le confort des agents qui sont en cellule de crise, qui sont en attente, au moins un minimum de confort. Au moment de la crise, quand il y a plusieurs tavanas et qu'on n'a qu'une seule voiture pour aller chercher telle personne, des aliments pour ravitailler les abris. Donc tu vois, ça fait quelquefois, ça prend trop de temps. Pas de dégâts majeurs, les sinistrés sont rentrés chez eux, mais le plan communal de sauvegarde est maintenu à Taiarapu Ouest, car les deux principales rivières peuvent déborder soudainement. Des téléphones satellites sont prévus pour les prochaines crises, au cas où la connexion soit mauvaise en situation d'urgence, comme cette semaine. Et oui, ça tombe mal, la connexion Internet est au ralenti depuis une semaine. En cause, le câble Honutua entre la Polynésie française et les États-Unis. Une panne est survenue à Hawaï. Onati a donc orienté tout le trafic international vers le câble de secours Manatua qui passe par les Samoa. Les techniciens ont identifié le dysfonctionnement et s'envolent pour Hawaï demain. Les explications de Caroline Fary et Mirko Vanfo. Voilà, non, même pas. Voilà, on a en téléchargement 6,08 mégabits par seconde, ce qui est d'où normalement on propose une capacité de téléchargement à plus de 150 mégabits par seconde. Un exemple, parmi d'autres, de perturbations rencontrées depuis le début de la panne. Une expérience peu satisfaisante qui n'empêche pas les gamers de jouer, car ici, tout est question de ping. La latence se manifeste du coup par les pings, et plus le ping est élevé, plus l'expérience en jeu devient médiocre, parce que la réactivité du joueur n'est plus en liaison avec son personnage dans le jeu. Si le monde des jeux n'est pas essentiel, certains secteurs comme l'hôtellerie ou les communes sont plus impactés. À l'origine du dysfonctionnement, une coupure au niveau terrestre du câble Honutua installé en 2010 entre la Polynésie et Hawaï. On soupçonne un problème de joint, dans la jointure même. On a déjà eu ce type de défaut à Taïroé, on a également eu ce défaut ailleurs. Une panne située à Big Island et un casse-tête pour les techniciens de l'OPT contraints de faire le déplacement pour la réparer. En attendant, la liaison passe par le câble Manatua, moins performant pour deux raisons. D'abord, c'est dû au fait que le câble Manatua est plus long. Si on passe par les îles Cook, on remonte jusqu'à Samoa. De Samoa, ensuite, soit on va à Sydney, soit on remonte encore sur les îles Hawaï. Donc le premier ralentissement il est dû à ça. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on a un peu moins de bandes passantes. Chez Manatua, là, on vient de contracter pour avoir 5 gigas de plus. Ça va être opérationnel dans la journée. L'amélioration du débit devrait être significative ce week-end. En attendant un retour à la normale dès lundi soir, car à Hawaï, ce dimanche, Super Bowl oblige, personne ne travaille. Le nouveau centre des métiers de la mer inauguré cet après-midi à Aroué. Parmi les instructeurs présents à la cérémonie, Jean-Claude Graff, l'ancien capitaine au long cours, a parcouru tous les océans du monde. Son portrait est signé Ignacio Raveino et Théva Levra. Des capitaines avec l'expérience de Jean-Claude, il n'y en a pas beaucoup en Polynésie. Aussi, quand le centre des métiers de la mer apprend qu'il est de retour au Fénois, il lui propose rapidement un poste de formateur. Surtout pour nous, un petit pays comme nous, ce genre de simulateur, on peut les voir dans les grands pays. Et là, on en a un aussi chez nous. C'est une grande fierté. Maîtriser la navigation aux étoiles a toujours été le rêve de Jean-Claude. C'est donc en connaissance de cause qu'il voue une admiration sans borne aux anciens navigateurs polynésiens. Marin depuis plusieurs générations, cet ancien capitaine sait que cet héritage familial s'arrête avec lui. Oui et non. Oui, parce que la tradition ne va pas se perpétrer. Et non, parce que jamais je n'ai voulu les forcer à faire ce que je fais. Je leur ai toujours dit de faire ce qui leur plaît. Il est passé par le Gabon, l'île de Java, l'Indonésie, la Chine et autres pays du monde entier. De retour au pays depuis 2019, il revient en Polynésie pour finir sa carrière de capitaine.
Sa femme le précède d'un an. J'en avais assez de le suivre partout. Ça n'a jamais été facile depuis que l'on s'est mis ensemble. Mais nous avions nos enfants. Il nous fallait persévérer. Le nouveau centre des métiers de la mer a été inauguré en grande pompe. Jean-Claude, lui, se voit enseigner ici jusqu'à sa retraite avant de mettre le cap sur d'autres horizons. Le lièvre d'eau s'en va, bienvenue au Dragon de bois. Toute la journée, les associations culturelles ont préparé le bal du jour de l'an chinois prévu ce soir au Temple Kanti. 700 personnes sont attendues pour le dîner. Comme chaque année, le programme des festivités est chargé avec dimanche 18 la journée culturelle, ou samedi 24 le défilé des lanternes. Une troupe d'acrobates spécialement déplacée de Chine. Écoutez les précisions de Germaine Chung de l'association Sinitong. Le point fort, c'est surtout l'ouverture du jour de l'an chinois qui aura lieu demain. Et donc ce soir, nous avons le bal. Demain, nous avons l'ouverture du jour de l'an chinois. Le dimanche 18, nous avons la journée culturelle qui aura lieu aussi au temple. Et on va terminer les festivités du jour de l'an chinois le samedi 24 avec le défilé des lanternes. Voilà, interview signée Sandroli. Heiva Amin sera-t-il le prochain Mister France? Il est en tout cas fin prêt. L'élection est prévue le 17 février à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Sur le site de Mister France, vous pouvez voter jusqu'au 15 février. Souvenez-vous, Heiva Amin a été élu Mister Tahiti le 7 octobre dernier. Originaire d'Aroué, il est éducateur sportif. Il s'est envolé hier soir pour la France. Ismaël Tahiata a recueilli ses impressions avant le départ. Honnêtement, je ne connais pas tous les candidats. On va apprendre à se connaître justement pendant la semaine de préparation. Bien évidemment, il y a le test de culture générale, la soutenance devant le jury et le soir de l'élection. Mais c'est comme Mister Tahiti, j'ai passé le test de culture, j'ai passé l'oral. Je pense que ce qui va différencier d'ici, c'est vraiment plutôt les personnes, on n'a pas l'habitude de voir. C'est un environnement nouveau pour moi. La France, ça fait 17 ans que je ne suis pas retourné. Voilà, c'est pas la même chaleur qu'ici. On arrive déjà au terme de ce journal, une édition plus courte que d'habitude puisque dans un instant vous allez retrouver le journal du FIFO. Nous retiendrons cette information principale. La dépression Nat s'est accélérée comme prévu la nuit dernière en longeant les Tuamotu, provoquant des dégâts matériels. Les systèmes Nat et Osai ne sont plus des menaces, mais attention, une nouvelle zone perturbée sera à l'origine d'un temps fortement dégradé sur la société ce week-end, puis probablement sur les Australes la semaine prochaine. Les îles du Vent sont placées en vigilance orange pour fortes pluies. Tout de suite, comme promis, le journal du FIFO. Ne manquez pas les premières infos en radio demain matin dès 6h30 avec Miri Tumatariri et Abinera Tematahotoa. Très belle soirée sur la première et à demain. Embarquez pour la 21e édition du FIFO avec Air Tahiti, le lien entre les îles depuis plus de 65 ans. Air Tahiti, te natir aute mamotu. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal du FIFO. Un FIFO particulier cette année, vous le savez, suite aux intempéries, l'édition a fermé ses portes au public mercredi et jeudi. Ce matin, les FIFOteurs ont eu la joie de retrouver les salles de projection et les rencontres avec les réalisateurs du festival. La programmation a été réadaptée, alors tous les films en compétition ont été projetés ce vendredi. Et bonne nouvelle, ce week-end, le FIFO joue des prolongations avec un programme élargi. Les précisions de Laura Théron, déléguée générale de la FIFO.
L'objectif est de réussir à diffuser au moins une fois l'ensemble des films de la sélection, donc les 43 films au moins une fois ce week-end, en plus de moments dédiés aux films primés. On reprogramme également les ateliers, donc on essaye de reprogrammer le maximum d'ateliers avec ce qui est possible dans les salles afin de compenser la programmation qui a dû être annulée ces 2 derniers jours. Et pour toute information, rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux du FIFO. Et pour prolonger le plaisir, sachez que les films seront disponibles en ligne au moins jusqu'au 18 février. C'était le rendez-vous de la matinée, la première journée des assises de l'audiovisuel au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Échanges, discussions, témoignages, des professionnels du milieu de Polynésie, bien sûr, mais aussi de Calédonie, de Nouvelle-Zélande ou encore d'Australie. Organisées par le pays, elles ont comme objectif notamment de développer le numérique et l'audiovisuel. L'idée que d'ici 10 ans, ces secteurs représentent 25% du PIB au Fénois. Les explications de Moetai Brotherson, le président de la Polynésie, il est au micro de Mélodie Ouhilamoa Fasionné et Nicolas Suire. Quand on essaye de se projeter, il faut voir un peu, il faut faire un benchmarking de ce qui se fait autour de nous. Il y a des choses qui marchent. On a la Nouvelle-Zélande qui est aujourd'hui établie comme une destination cinématographique absolument incontournable. On a dans l'ensemble des collectivités françaises un bel exemple qui est celui de la Réunion, qui est une terre de cinéma, une terre d'audiovisuel, dont on veut également s'inspirer. Voilà, on essaie de prendre à droite, à gauche ce qui a fonctionné et de voir comment est-ce qu'on peut le mettre à notre sauce à nous. Et le FIFO, ce sont des documentaires, mais pas seulement. Ce sont aussi des ateliers menés par des experts. Ouverts à tous, ils permettent d'apprendre, de se former, d'explorer. Cette année, l'intelligence artificielle s'est invitée au programme de l'une de ces masterclass. Aux manettes, un réalisateur aguerri, Nico Pécassez. L'objectif, créer un scénario et un storyboard d'un mini-film avec l'aide de ChatGPT et Midjourney. Une plongée fascinante dans le monde de la création cinématographique. Une expérience unique qui permet à la jeunesse d'expérimenter les outils d'aujourd'hui et de demain. Reportage. Ici, l'heure est à la concentration. On réfléchit, on discute, on écrit, on imagine un scénario. L'histoire de Stanislas et sa binôme, une énigme solennelle qui en réalité se termine en un plaisir simple de la vie. L'idée de comment partir d'une idée, juste un pitch qu'on a en tête et comment arriver à le storyboarder, à arriver à trouver au final le plan, le découpage des scènes et quel est ce chemin en fait entre une idée et une réalisation de film. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Ils ne sont pas seuls dans ce processus. Ces jeunes élèves sont accompagnés par les intelligences artificielles. Une aide, certes, mais qui ne se substitue pas à la création et l'idée originale. ChatGPT, ça permet en fait d'avoir une personne en plus avec qui discuter et avec qui brainstormer. Tu as une idée, tu veux la développer, tu veux partir sur autre chose, tu veux que ce soit plus court, plus long, etc. En fait, et je m'en sers comme ça. Et ça marche vraiment comme ça. Et pour Midjourney, c'est plus pour vraiment faire les storyboards. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on lui propose les images et il te fait les images au format que tu veux. Navid est créateur de contenu. Il maîtrise les réseaux, moins les pratiques audiovisuelles. Novice, il est là justement pour se former. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment un professionnalisme. Et du coup, en fait, c'est un peu une découverte aujourd'hui de la création, de la réalisation de contenu, bien organisé, en fait, un peu comme au cinéma, en fait. Et c'est vraiment un métier que j'aimerais faire. Cet atelier de 3 heures est suivi d'un cours de tournage et de montage. L'objectif, pousser les jeunes à créer des mini-métrages, car bonne nouvelle, un appel à film va être lancé. On l'ouvrira du mois de mars au mois de septembre et puis on sélectionnera un certain nombre de documentaires qui donneront lieu à une soirée spéciale en 2025. On fera probablement des catégories. Alors c'est un projet qui va s'affiner au fur et à mesure de l'année 2024 et le meilleur court-métrage se verra remettre un prix en 2025. Aux jeunes donc aujourd'hui de raconter leurs histoires et de s'emparer du FIFO comme un outil de visibilité. Place à présent à notre rendez-vous du soir. Et focus ce soir sur un film qui détonne dans le paysage documentaire. Réalisé par Stéphane Ducandas, Secteur 5 suit 2 jeunes Calédoniens, Joss et Roxane. Ensemble, ils ont un fils. Avec les années et les épreuves de la vie, le couple a fini par se déchirer. Amoureux du rap, ces jeunes parents veulent croire que la musique répare et construit. Pour leur enfant, ils écrivent une nouvelle voix. Ce documentaire est filmé en noir et blanc, un choix artistique qui donne une approche intime. Je vous laisse apprécier l'extrait.
J'ai débuté dans une ruelle, là où la vie est cruelle. Je ne fais pas de politique, je suis un artiste rebelle, réel. Et l'amertume, salée comme la mer, je fume. Pour oublier que ce système fout la mer plume. Trempé dans l'encre, j'écris mes textes sous la lune, tapis dans l'ombre. Le malin fait de ta vie une mort lente, mais je l'attends comme une délivrance. Sur le terrain, je suis comme Zlatan, je fais ce que je pense et je danse avec ma voix. J'avance avec ma foi, ma joie, pour enterrer mes peines. Sinon, à part ça, je ferai quoi de Sujet tabou. Ils préfèrent plutôt parler d'amour. Ils préfèrent parler de tout sauf de la porte par laquelle les hommes voient le jour. Quelle est la valeur de la vie si la vie n'a pas de prix? La femme que je suis n'a pas choisi d'être femme, mais vous avez fixé à ma condition un prix. Un prix que je ne suis pas capable de payer, alors vous me forcez. Votre mano ne m'essuie jamais quand je suis en train de saigner. Alors messieurs, si l'être femme est un crime, je plaide coupable. Je suis une fille, une sœur, une mère. Et cet après-midi, nous sommes partis à la rencontre de Cécile Rivière, productrice du film. Nous lui avons posé quelques questions. Regardez. Bonjour Cécile Rivière, merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteure et productrice du film Secteur 5. Alors ma première question, dans le film, on voit ces personnages qui discutent ensemble. On a le sentiment que c'est une conversation thérapeutique. C'est probable. Après, c'est pas forcément notre envie de départ. Nous, on a vraiment eu envie de faire un film qui donne une fenêtre sur la vie de ces jeunes. Mais c'est vrai qu'on leur propose souvent un cadre, on leur propose des discussions, d'échanger avec soit leurs parents, soit avec leurs conjoints. On vient avec notre projet et on leur propose et en fait ils se disent mais carrément, et quand ils suivent et qu'ils ont envie, ils servent de la caméra un peu comme je sais pas, comme une thérapie. Ouais. Et puis ils parlent et ça libère la parole. On a parfois des confidences, des révélations et des gens qui se retrouvent, qui se pardonnent, qui se disent les choses, qui se disent simplement qu'ils s'aiment en fait. Et ça, voilà, je sais pas, ça opère comme ça, je crois que c'est la magie du documentaire. On sent également dans le film que vous êtes très proche des personnages, on est vraiment dans leur intimité. Racontez-nous un petit peu quelle a été votre démarche, combien de temps vous avez passé avec eux, est-ce que vous avez vécu le quotidien avec eux pour avoir leur confiance? Le process est très long, c'est vrai. Généralement, ça vient souvent d'une rencontre. On rencontre des personnes pour qui on va avoir un coup de cœur. Souvent, ce sont des gens ordinaires, mais qui vivent un peu des choses un peu extraordinaires pour nous, ou qui ont des vies particulièrement soit difficiles, soit qui ont des choses à surmonter. Et en fait, on prend le temps, on passe du temps avec eux, on les questionne, on essaie de savoir, de comprendre leur histoire. Et c'est vrai que ça met du temps. Je pense que par exemple pour Secteur 5, on a commencé le travail de rencontre et d'écriture il y a déjà plus de 2 ans et demi. Et du coup, le travail d'écriture est très très long. Et c'est vrai qu'à force, on se connaît très bien. Vraiment, il y a un lien particulier qui se crée. Et je crois qu'au bout, on peut presque dire que c'est comme la famille. On a un attachement qui est réel, qui est sincère. C'est pas... et je pense que ce serait pas possible si on n'avait pas passé tout ce temps-là avec eux avant. Je pense que déjà à la base, on a un coup de cœur pour des protagonistes. On a un coup de cœur pour leur histoire. On passe du temps avec eux. Et déjà, on les aime. Et après... ça fait aussi que le traitement va être celui qu'il est. Merci à tous d'avoir suivi ce journal du FIFO. Ce soir, dès 19h30, place à la soirée des lauréats au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Air Tahiti, le lien entre les îles depuis plus de 65 ans, partenaire de la culture polynésienne. Air Tahiti, te natir aute mamotu. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet